Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de L'œil vivant de Jean Starobinski sur Corneille. Dans L'œil vivant, Jean Starobinski révèle, dès l'introduction, que chez Corneille, tout commence par l'éblouissement. Mais celui-ci est précaire, il n'occupe que l'intervalle fugitif d'un instant. Sensible à la séduction des objets éclatants, le héros cornélien se défend de leur appartenir et de les adorer par force. La conscience éblouie s'arrache à sa condition passive et entend renverser les rôles. Elle se veut à tour éblouissante, source d'éclat et de pouvoir. Ainsi, poursuit le critique, l'homme naîtra à la destinée que sa volonté sera imposée, comme triomphante, au regard des générations humaines, prises à témoin. Force et faiblesse, franchise et dissimulation, loin de s'exclure, coexistent souvent chez les personnages de Corneille. Leur volonté s'emploie tout autant, et avec le même effort héroïque, à cacher ce qu'ils sentent et à montrer ce qu'ils sont. En eux, l'acte de faire voir et l'acte de cacher, l'aveu et la répression se confondent en un même geste, car la force volontaire n'éclate vraiment qu'au moment où elle nie et surmonte, dans un effort constamment répété, une faiblesse constamment présente ou possible. La maîtrise de soi est une activité réfléchie qui suppose le dédoublement de l'être entre une puissance qui commande et une nature réduite à obéir, entre une autorité hégémonique, car nous devons parler ici le langage stoïcien, et des parties subordonnées. Cette force hégémonique n'est pas tout l'être. Pour qu'elle règne, il faut qu'elle réduise au silence d'autres forces, ou du moins qu'elle les cache au regard du dehors. Ce qui fait la grandeur ostentatoire du héros est aussi ce qui l'engage à dissimuler l'appétit inférieur qu'il réfrène en lui-même. Ainsi en va-t-il des rois, lorsque l'amour vient contredire leur passion de régner. S'ils ne parviennent pas à détruire en eux cet amour, leur souci est alors de refouler consciemment au plus secret d'eux-mêmes, pour n'en rien laisser paraître au dehors, fût-ce même à la personne aimée. La leçon que formule Attila n'est pas celle d'un barbare. Elle, c'est une règle générale de morale héroïque. Vous me faites pitié d'aussi mal vous connaître, que d'avoir tant d'amour et de le faire paraître. Il est honteux, madame, à des rois tels que nous, quand ils en sont blessés, d'en laisser voir les coups. Il a le droit de régner sur les âmes communes, non sur celles qui font et défont les fortunes. Et si de tout le cœur on ne peut l'arracher, il faut s'en rendre maître, ou du moins s'en cacher. Chimène et Roderick se conduisent selon cette même règle. Ils ne surmontent pas leur amour pour l'anéantir, ils n'en ont pas la force, mais pour le dissimuler et agir comme s'il n'existait pas. On voit alors très clairement comment l'idée de gloire, au même titre que les injonctions de la bienséance et du devoir, contraint les êtres à se dédoubler entre un dehors et un dedans, entre un moi secret et un moi offert à tous les regards. C'est la fin de cette séquence sur la critique. J'espère qu'elle vous a plu. La critique, c'est un peu ennuyant, je suis désolée, mais je devais tout lire la Garnicha. Du coup, je me suis, je me suis dû, je me dois de vous lire cette partie sur la critique. Et puis, on ne sait jamais, peut-être que ça peut vous intéresser. Maintenant, ce que je vais lire, c'est la suite de la poésie avant 1914 de Guillaume Apollinaire. Nous verrons alcool et des calligrammes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime très fort. Au revoir.